Maria Teresa Lajoigny, Maïté, pour ses amis et ses amies, est enseignante et chercheuse à l'Université de Valencia. Ses recherches, donc j'ai le grand plaisir de la présenter puisque je travaille avec elle depuis de longues années sur le théâtre et la représentation de l'animal sur scène, ce en quoi elle excelle. C'est une grande spécialiste, c'est une des plus grandes spécialistes de notre pays dans la représentation de l'animal sur scène. Donc aujourd'hui, je lui ai demandé de faire un grand effort, elle a fait avec plaisir parce qu'elle adore le théâtre, c'est une bête de théâtre, et de travailler sur Le legs et les fausses confidences, donc les traductions de Bretón de los Herreros au XIXe siècle, de ces deux pièces de Marivaux, ce qu'elle a fait avec je suis sûre, avec un grand sérieux et un grand plaisir. Voilà, donc je lui cède la parole. Merci beaucoup Lydia pour cette chaleureuse et généreuse présentation. Merci aux organisatrices pour leur accueil. Et comme il a été déjà dit, je vais brièvement parler des traductions de Manuel Bretón de los Herreros, de deux pièces, de deux comédies de Marivaux, Le legs, tout récemment retraduite par Lydia, paru la semaine dernière, je crois, et les fausses confidences. Non, j'ai oublié. Et donc l'objectif n'est pas tellement de voir quelles ont été les techniques de traduction ou comment on a fait, ou comment Bretón de los Herreros a fait ce transfert, mais de voir si on peut dégager un certain style dans la traduction, une certaine manière d'entendre, de comprendre la traduction de la part de cet auteur qui est peut-être peu connu, mais qui à l'époque était vraiment un auteur très important pour la scène espagnole de l'époque. Il a été auteur de pièces dramatiques, mais également et surtout un grand traducteur. Il a parmi son œuvre, il compte 1000, c'est quand même beaucoup, 17 pièces dramatiques, dont plus de 60 sont des traductions et adaptations. Il a traduit et adapté Racine, Beaumarchais, Hugo, Marivaux bien évidemment, mais aussi Scribe. Il compte également 387 compositions poétiques et plus de 300 articles de critique dramatique et musicale. Donc c'est en qualité de traducteur et adaptateur que Bretón de los Herreros va se rapprocher de Marivaux. Comment commence-t-il à travailler ou à faire ces traductions, ou quelle est la raison qui se trouve derrière cette surproduction de traduction de Bretón de los Herreros? Eh bien, son neveu, Cándido Bretón y Orozco explique que c'est du fait du contexte théâtral de l'époque, une industrie théâtrale au XIXe siècle en Espagne, on retrouve une demande toujours croissante de pièces de la part des salles de Madrid notamment, qui cherchent à répondre aux goûts et aux attentes du public, qui est alors un peu détourné du théâtre espagnol et qui est passionné d'opéra italienne et de théâtre français, et qui exige constamment des nouveautés, une affiche extrêmement variée, et ce qui pousse ou force ces salles à avoir recours aux traductions et aux arrangements. Donc c'est une situation qui a été également constatée par d'autres auteurs, critiques et écrivains, dont José de Larra, ou des spécialistes actuels comme Esperanza Cobos, et qui, pour les écrivains de l'époque, supposaient aussi un certain problème, parce qu'on considérait parfois que ces traductions pourraient nuire à l'originalité et à la qualité du théâtre espagnol lui-même. De los Herreros confirme que ces traductions font partie, du moins dans un premier temps, parce que c'est notamment au début de sa carrière dramatique et littéraire, qui commence d'ailleurs en 1824 avec la pièce A la vejez viruelas. Donc il confirme dans cette citation que c'est vraiment un théâtre sous commande,
et dans un but lucratif parce que porque sin patrimonio, sin empleo, de algo había que vivir, il dit. Donc, c'est parce que j'ai besoin d'argent, donc de soutenir, de survivre, que je me prête à traduire, qui est, et il le dit, hein, une tâche plus facile que la création, que l'écriture originale, et qui est d'ailleurs plus ou moins également payée, les traductions que les pièces originales. En tout cas, cette considération, tâche bien plus facile, celle de traduire, peut nous induire à une conclusion erronée, parce que Bretón de los Herreros, loin de la discréditer, c'est un grand traducteur, comme je l'ai dit, mais aussi il s'intéresse à la réflexion théorique. Comment est-ce qu'on doit traduire, qu'est-ce que c'est que bien traduire, qu'est-ce que doit avoir, quelles sont les qualités d'un bon traducteur et d'une bonne traduction. Donc, ce que l'on retrouve, voilà, et c'est bien Bretón de los Herreros qui l'affirme, il soutient qu'une bonne traduction ne peut jamais être une traduction littérale. Il faut dépasser la littéralité de la traduction, il faut donc arranger, adapter, modifier, parce que ce sont là des caractéristiques qui sont intrinsèques, inhérentes en quelque sorte à la traduction d'œuvres littéraires, donc de drames ou de romans. Donc pour Bretón de los Herreros, bien traduire, c'est maîtriser les deux langues, en l'occurrence l'espagnol et le français, mais aussi connaître les coutumes, la culture des deux nations, l'homme et la société dans laquelle ces personnages, ces histoires s'inscrivent, connaître également le goût du public auquel la pièce va diriger. Et dans cette conception, il préconise que l'humour étant une question essentiellement culturelle, il est important, voire nécessaire également de l'adapter, et donc il affirme qu'il faut parfois s'en passer de certaines blagues, algunas gracias, il dit, qui ne seraient pas comprises dans la traduction, et en proposer d'autres. Donc une sorte de compensation que l'on retrouvera après parmi des théories de traduction actuelles. Nida et compagnie le disent. Et puis aussi, il considère que pour être un bon traducteur, il faut être avant un bon écrivain. Donc il fait la connexion entre l'écriture et originale, si j'ose dire, et la traduction. D'ailleurs, c'est dans cette conception, je crois que il est très intéressant de voir que Bretón de los Herreros, il emploie indifféremment les concepts de traduction libre, arrangement, adaptation ou accommodation, acomodar à l'espagnol, il dit, puis de traducteur, interprète, actualisateur ou adaptateur, refundidor. Donc, il y a là, je ne sais pas si une indifférenciation, un mélange, ou vraiment la conception de la traduction comme une partie aussi de l'écriture, comme une écriture dramatique, une création en quelque sorte aussi, qui pourrait se comparer à celle de l'écriture originale. C'est pas le seul à le dire à l'époque. José Marchena, il affirme aussi que la traduction n'est pas un simple transfert linguistique, mais aussi il faut tenir compte des figures, du style, des figures rhétoriques. Il faut imprimer une couleur locale au texte, à la traduction, et pour lui, une bonne traduction serait la réponse à cette question qu'il propose: comment Racine, Pope, Virgile, Théocrite, Homère auraient-ils versifié en espagnol? Donc, connaître la langue, c'est une chose parmi toute la collection de questions et de connaissances que doit avoir un traducteur. Et il insiste encore une fois sur cette connexion bon traducteur, bon écrivain, bonne écriture, bonne traduction. Delarra, encore une fois, il insiste sur cette connexion, puis sur la composante culturelle nécessaire pour une bonne traduction. C'est pas quelque chose de nouveau, même si c'est quand même assez moderne, parce que dans l'article de l'encyclopédie consacré à la traduction, et où on compare le concept de version et de traduction, il est dit que la version est considérée comme quelque chose de plus littéral, alors que la traduction est plus occupée du fond des pensées,
donc plus attentifs à la forme qui leur peut convenir dans la langue nouvelle et plus assujettis dans ces expressions autour et aux idiomatismes de cette langue. Donc on voit cette idée un peu de se concentrer sur le message, sur ce qui est dit, sur les idées qui sont véhiculées par ce texte et non pas tellement sur la forme, sur les mots. Quelque chose que l'on retrouve par exemple dans la théorie du Scopus, proposée en 1970, avec cette primauté de la fonction et l'objectif du texte, qui suppose prendre en considération les destinataires, le contexte social, culturel et la situation dans laquelle s'inscrivent les traductions, ou encore le concept d'annexion traductrice et culturelle, puis tout ce qui a été précédemment présenté par le professeur de Santis, qui, je pense, était vraiment dans cette volonté, enfin dans cette visée de le contenu avant que la forme. Comment se reflète ou comment il a fait, comment peut-on voir cette conception dans les deux textes, dans les deux pièces de Marivaux? Eh bien, j'ai été très surprise parce que traduction libre, adaptation, on pourrait penser à lire un texte qui est complètement différent, qu'on ne retrouverait pas le lien avec le texte de Marivaux, et non, on retrouve très clairement la connexion, on voit très clairement que c'est une traduction. Si on n'avait pas lu avant le texte de Marivaux, il serait difficile, malgré tout, de penser à une traduction et non pas à un texte original. Et je pense que là, c'est toute la lucidité et le savoir-faire de Bretón de los Herreros. Donc, dans la partie formelle, peu de changements. Ne serait-ce peut-être ce qu'il y a de plus remarquable, c'est le nombre de scènes qui varie. Réduction pour el legado o el amante singular. Ceci est intéressant parce qu'il rajoute un sous-titre qui est en rapport avec le caractère du marquis et qui rapproche un peu la traduction de la comédie de caractère, je pense. Mais sinon, par rapport à l'aspect formel, pas de changement, et donc la traduction, elle reste très, très proche du texte de Marivaux. Dans son projet de naturalisation, il va bien évidemment traduire les noms de personnages qui vont devenir des noms espagnols: Hortense, Emilia, le chevalier Don Luis, Lisette, Marta, et ainsi de suite, Lépine, Santiago. Il va rajouter aussi pour la comtesse et le marquis une référence végétale. Elle va devenir la condesa de Mirto ou de Myrte, et le marquis de Lenebro ou du genévrier, ce qui permet d'ancrer très bien ces personnages, voir l'histoire dans la campagne. Et c'est quelque chose que va confirmer d'ailleurs Emilia dans la scène 10, où cette maison château mentionnée dans le texte de Marivaux va devenir une ferme, una granja. L'argent, bien évidemment, on parle plus d'un legs en francs, mais en duros y reales, mais c'est surtout dans l'usage de la langue que je pense se trouve le travail le moins évident, mais qui a un plus bon résultat pour cette idée de transfert culturel. Et Bretón de los Herreros, il va avoir recours de manière systématique à ce parler populaire, mais un parler populaire typiquement espagnol. Il va il va transformer Lépine, qui était gascon, il va devenir andalou, Santiago, qui est un domestique andalou, taimado, malin, sournois, mais pero nada tonto. Et dans cette transformation, ce transfert à l'Andalousie, il n'y a pas seulement l'accent qui va être transféré ou transformé plutôt, mais aussi la conception d'un personnage, parce que ce Santiago sera un comique, un valet comique, ce rôle de comicité typiquement avec les attributs typiquement andalous. Donc il sera moins froid que Lépine, et il propose toute une série, un ensemble de tournures populaires, d'expressions idiomatiques, de compliments, parce qu'il est très
avec les femmes, et qui va donner tout ce caractère qui va ancrer ce personnage et par là même la pièce dans le contexte espagnol. Et deux commentaires pour les fausses confidences qui vont devenir chez Bretón de los Herreros, engañar con la verdad. Engañar con la verdad, qui pourrait faire référence bien évidemment au contenu, à la trame, à l'histoire de la pièce, mais Engañar con la verdad est aussi un vers de l'arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega. Et donc, et là c'est une idée en progrès de réflexion, mais je pense que cet engañar con la verdad pourrait faire peut-être plus référence, non pas tellement au contenu, mais à la manière que Lope entendait de faire comédie, donc à cette composition presque formelle de la comédie, et peut-être aussi une réflexion sur comment écrire, etc., de la part aussi de Bretón de los Herreros, un écho aussi à la comédie espagnole, à la manière de faire comédie en Espagne. Donc, pour les fausses confidences, engañar con la verdad, par rapport, on retrouve le même système, très proche niveau formel de l'original. Là, une augmentation du nombre de scènes, et qui prouve aussi une certaine conception de la part de Bretón de los Herreros de l'importance de la mise en scène, de la scénographie, une certaine volonté aussi de faire circuler les acteurs de manière plus naturelle, ou de rendre plus facile leur tâche sur scène. Naturalisation de nom, encore une fois, avec ce reflet du caractère, parce que le procureur, M. Rémy, va devenir Don Hilarión, donc avec cette concomitance ou cet écho à l'hilarité, pardon, et Madame Argante, qui va devenir Doña Leoncina, donc quelqu'un de très fier, et puis un caractère un peu compliqué, disons. C'est surtout, encore une fois, le valet, donc cette figure, ce rôle comique qui va, je pense, être la cible, l'objectif d'une plus grande transformation pour Bretón de los Herreros. Ce Dubois qui a été parfois considéré par certains spécialistes comme un personnage un peu complexe, un peu ambigu, on ne savait pas très bien si c'était un domestique fidèle consacré au bonheur de son maître, ou si c'était en revanche quelqu'un qui cherchait sa propre fortune par le biais de son maître. Et là, Bretón de los Herreros transforme Dubois en Valentin, et il fait de lui un domestique moins manipulateur que fanfaron, moins aimable par intérêt que gai par esprit. Donc, on va voir certaines répliques qui vont être un peu nuancées. Un Valentin qui va susciter le rire parce que c'est en réalité une vanité très comique. Il va peut-être rescaper en quelque sorte ce côté italien du valet, plutôt italien que français. Et encore une fois, un langage plein d'exclamations, de questions rhétoriques, de phrases très courtes, très expressives, expressions idiomatiques et figées, qui vont faire de Valentin un valet typiquement espagnol. Pour conclure, ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est un théoricien, Muro, en 1991, a affirmé que le théâtre de Bretón de los Herreros est un théâtre de la parole, un théâtre où la parole est l'élément essentiel, un théâtre où l'action est dite, ou un théâtre où la trame n'est pas physique, mais elle est dialoguée, où l'humour est fondamentalement verbal. Ce qui m'a fait penser à l'importance du langage pour Marivaux, et à créer ce pont non seulement dans la traduction, mais dans la conception de la comédie. Merci beaucoup. Parfait.